9h23 dans le club de l'été avec Margot Barallon, avec Fred Gouaty, les membres à vie de ce club. Nous accueillons aujourd'hui Tom Leb, nouveau membre. Vous savez, quand vous prenez la carte, Tom, après, vous l'avez à vie, vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est ici chez vous, la carte du club européen, évidemment. Alors, on va maintenant dresser votre portrait sonore. On va apprendre à mieux vous connaître, Tom. Le principe, il est simple. On va vous passer des extraits qui devraient vous rappeler des moments de vie et vous allez nous en parler. Vous êtes prêts ? Ah oui, c'est parti. New York, New York. Ouais. Ah bah alors il y a deux lectures là-dedans. Il y a deux lectures dans cette écoute pour moi. Bah, il y a d'abord mon père qui est un fan inconditionnel de Frank Sinatra. Et ce morceau je le connais depuis mon berceau. Donc quand j'entends ça, je pense avant à mon père qu'à mes années à New York. Alors moi c'est ça dont je voulais qu'on parle, de ces 5 années à New York. Avec plaisir, oui. Là-bas, je suis parti là-bas à 18 ans, juste après le bac. J'ai eu le bac littéraire et ça m'a obtenu un ticket d'avion en échange. Pas mal. Pour New York. Et j'ai vécu 5 ans là-bas, où j'ai un petit peu... j'ai tout appris. Déjà, je suis parti pour... J'avais besoin un petit peu de trouver une identité, parce que c'est vrai qu'en France, j'étais souvent ramené à mon nom de famille, ce qui n'était pas du tout un problème, mais je pense qu'à 18 ans, on a besoin un petit peu d'exister, par soi-même se trouver, se chercher avant de se trouver. Et puis là-bas, au moins, j'étais... Leb, c'était complètement neutre. Donc si je montais sur scène, j'avais pas le... comme ton père, ça se voit. J'avais quelque chose de complètement neutre, je montais sur scène. C'est lourd, non, c'est pas lourd. Comme ton père. C'est pas une souffrance, mais c'est quand on démarre et quand on a des envies, on a envie de voir si ce qu'on fait, c'est Tom avant d'être Leb. Je pense que c'est normal. Et donc j'avais envie de ça. Et moi, quand je montais sur scène ou en classe, j'étais... Donc vous faites une école d'art là-bas ? Une école de comédie, d'acteurs. Mais vous faites aussi des petits boulots ? Travaillez dans des bars ? Oui, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé, je faisais du catering, donc serveur, et puis j'ai travaillé dans cette boîte, et j'ai travaillé chez Abercrombie. Devant la boutique ? Devant la boutique. J'ai vécu cette chose qui... C'est très étrange, hein, c'est cette marque qui met des vendeurs, enfin des gens qui accueillent devant la boutique. C'est une marque américaine. Mais sachez que c'était très bien payé. Voilà. Ah, donc c'est pour ça valait le coup de le faire. Ça valait le coup de le faire. Allez, on continue votre portrait sonore, Tom Leb. C'est toi, papa ? Bah oui, c'est moi, allez hop là. Madame, vous êtes papa ? C'est une voix de garçon qui parle là. C'était toi. Voilà, tout ça c'est moi. C'est vraiment toi qui te caches là-dessous, là. Ah oui, c'est pas le prince Charles. Oh là là. Alors, tu t'es fait opérer. Il y a de vous et il y a votre papa surtout sur scène, Michel Leb, qui jouait une excellente Madame Doubtfire, mise en scène par Daniel Roussel. C'était en 2003. Qu'est-ce qui vous a transmis votre papa ? On parlait du nom qui parfois peut être un peu compliqué à porter quand on a envie de se développer, de se découvrir et de se faire découvrir au public, mais il vous a apporté quand même beaucoup de choses. Bah, la difficulté de porter le nom, c'est pas ce que je retiens de lui, vraiment pas. Non, mais en fait, c'est un père qui était absolument... très généreux sur scène avec son public, mais surtout avec nous. C'est-à-dire que je le regardais faire sur scène, mais quand il rentrait à la maison, la leçon continuait en fait. Enfin, la leçon, c'est pas le mot, mais la transmission continuait. Et je me rappelle, je le regardais sur scène, même très jeune, 4, 5 ans, 6 ans, je me mettais dans les coulisses, dans ce tout petit espace noir à côté du régisseur, là où les lumières ressemblent un petit peu à un cockpit d'avion. Et je me mettais là et je le voyais lui sur scène avec la poursuite qui démarrait comme ça, et je voyais ce truc tout petit qui devenait très grand sur lui, et je sentais un petit peu la chaleur des gens, un petit peu cette chaleur humaine qui arrivait jusqu'à sur scène, parce qu'il y a beaucoup de climatisation dans les coulisses pour tous ces appareils qui chauffent, donc il fait très froid, mais dès qu'on rentre sur scène, il y a une chaleur humaine et je sentais cette différence un peu climatique, hein, une sorte de choc climatique, et donc je regardais, je le voyais faire, et j'entendais ces gens rire, et je comprenais pas tout, je savais pas, c'était un peu comme une autre langue, mais je voyais ce langage qui me parvenait, qui était celui de l'humour en fait, et ça me faisait rire de le voir un peu libre comme ça, très, très libre sur scène. Et puis ensuite, plus tard, il m'a appris, c'est cette petite anecdote qui est marrante, quand je faisais ma Doubtfire, justement, j'avais fait une tournée avec lui, et quand on est jeune, j'avais 12 ans, j'avais pas du tout la notion du timing.
de l'humour. Et c'est tellement important en fait pour faire rire. Avant l'écriture, c'est aussi le timing. Et ça, j'avais pas tout à fait saisi à 12 ans. Et il y a une réplique qui était écrite pour mon personnage qui était très drôle, mais que je disais trop vite et pas au bon moment. Et à chaque fois, ça faisait un flop. Et donc lui avait trouvé le système de se mettre de dos au public à ce moment-là et de me un petit peu de me rythmer un peu comme un chef d'orchestre. Génial. En me faisant un geste de la main en attendant. Et il me faisait un peu comme un top départ avec les doigts. Et là, je disais la réplique et là, ça faisait mouche. Incroyable. Et il y avait des petits clins d'œil et des trucs. C'est un vrai coach. Ah, mais ça, oui. Papa. Je me rappelle, mais j'ai encore cette image. J'ai l'image de lui qui se tourne habillé en femme et qui me fait un signe de la main en me disant attends. Il me fait go. Et je dis la réplique. Et... On va voir qui vous a transmis aussi le goût de l'accent, parce que je crois que vous faites très bien l'accent québécois et que vous adorez le faire. Vous allez nous en offrir un avant 11h. On a eu Kevin Lévy, votre binôme, votre double. On l'a eu au téléphone. Il nous a donné quelques petites infos aussi. On va en parler. On va parler d'une première